Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée, mais attention, elle s'appelle Dounia. Bonjour Dounia. Donc, Bonsoir tu vas te Christophe. présenter, mais avant de te présenter, tu nous dis dans quelle ville tu es, dans quel département, puis après, tu es mon invité, tu as la parole. Vas-y Dounia. Alors moi je suis dans le département 19, j'habite à Malmort-sur-Corrèze et D'accord? mon enfant a été déplacé par l'ASE 06, donc à presque 800 km de notre domicile. D'accord. C'est complètement dingue, mais malheureusement, ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir son enfant. Alors, justement, tu es une maman à qui on a encore enlevé l'enfant, bien entendu. Mais ce que je voudrais, c'est que tu nous dises déjà comment ils ont fait, quelle est la méthodologie qu'ils ont mis en place, et surtout, je pense que les services sociaux sont intervenus, ou comment ça s'est passé exactement, la mise en place de l'enlèvement de l'enfant. Tu peux nous donner les grandes lignes déjà? Oui, alors il y a eu une OPP qui s'est faite en secret et un jugement de placement qui s'est tenu sans me convoquer ni convoquer mon avocate. Où il y avait marqué que l'enfant était scolarisé, déscolarisé, pardon, que alors Kenzie, il s'appelle Kenzie. Ouais. Ils ont écrit dedans que Kenzie était déscolarisé, que je serais en fuite depuis plusieurs mois et que je n'aurais pas respecté une décision de justice. Tout ça parce que le père a prétendu que je voulais partir définitivement à l'étranger avec lui, alors qu'il n'avait aucun droit de garde. Et ils m'ont condamnée également dans mon dos, j'étais au courant de rien, et mon avocate non plus, de l'époque. Après, j'ai changé d'avocat, je vous expliquerai pourquoi. Où il y a eu un mandat d'arrêt contre moi, délivré contre moi, pour soustraction d'enfants à la personne qui en a la garde, à savoir moi-même. C'est complètement débile. Complètement Détention débile. en France. Alors, Voilà. Et donc là, Dounia, pour qu'on comprenne bien, ton fils, quand il a été enlevé, Kenzie, quel âge il avait exactement? 7 ans et demi, c'était le jeudi 23 février 2023. Il a été Ça, c'est la récupéré première. par 2 gendarmes armés dans sa classe de CE1. Alors ça, Avec c'est une un abus, mais ça, c'est scolarisée. malheureusement, c'est fréquent, mais c'est abusif. Hein. Aller dans une école enlever l'enfant, c'est pour moi, il n'y a rien de pire comme horreur. Maintenant, ce que je voudrais savoir, pour que les gens comprennent, est-ce qu'on peut savoir quelle est la profession du papa de Kenzie? Il est major officier de police judiciaire. Voilà. Alors ça explique pourquoi il y a un gros dysfonctionnement dans ton dossier. C'est pas là, pour moi, c'est pas la peine de tourner 107 ans autour du pot. Pour moi, le premier des coupables dans tout ce qui est le dysfonctionnement de ton dossier en justice, c'est surtout à cause du papa. Tout Il à a fait. un trafic d'influence, à mon avis, parce que pour qu'il y ait des juges qui ne respectent même pas les lois, pour pas que tu sois averti, pour pas que tu aies les certifications, les ordonnances qui sont rendues, et pour pas que tu aies de convocation, il faut vraiment que le papa il ait un certain pouvoir. Je te le dis tout de suite. Mais comme il est policier, d'accord, tu comprends bien que il a des liens avec beaucoup de gens. Il est Est-ce que tu es policier d'accord avec moi? Est-ce que tu es et d'accord sa avec moi? nouvelle, et sa nouvelle copine est avocate. En plus, ah ben d'accord. Qui travaille pour les services sociaux, peut-être, hein, d'accord? Je ne sais pas. La seule chose, c'est que j'ai une amie qui m'a envoyé un message la semaine dernière, parce que moi, Ouais, je ne fais pas, et elle aurait mis sur son site qu'elle s'est spécialisée dans tout ce qui est viol et agression sexuelle, et qu'elle d'accord, défend aussi bien les auteurs que les victimes. d'accord, d'accord, d'accord. Oui, bon, d'accord. Donc là, pour l'instant, donc Kenzie, il est placé depuis combien de temps déjà?
depuis le 23 février 2023. Ça fait 300, ça va faire 400 jours. 400 jours. 400 jours. Là, pour l'instant, tu as quand même un droit de visite. Tu le vois de temps en temps. Quels sont les épisodes où tu le vois, en fait? Alors, ils m'ont accordé un droit de visite d'1 heure par semaine, Ouais. médiatisé dans une pièce de 8 mètres carrés, qui est plus petite que sa chambre où je me trouve actuellement. D'accord. Sachant que pour exercer ce droit de visite, pendant quasiment une année, je faisais les allers-retours d'environ 1600 km toutes les semaines. C'est complètement dingue. Donc ça, non seulement c'est fatigant, mais en plus, ça a un coût. D'accord. Donc, il n'y a pas de train direct, il n'y a pas de bus direct. Je ne peux pas prendre l'avion non plus, même si je vais sur Bordeaux ou Toulouse, parce qu'ils m'ont privé de mes papiers d'identité. Ah, carrément? Carrément? Oui, tout à fait. Au fait, ce qu'ils me reprochent, c'est d'être marocaine. D'accord. C'est une forme de racisme, donc, en fait. Je suis marocaine, même si je suis juriste de formation. D'accord, d'accord. Ça, c'est. Alors, ça doit les embêter, ça, Dounia. Ça doit les embêter. Je n'ai pas n'importe quel diplôme en droit. J'ai un master 2 en droit des RH et de la protection sociale. D'accord. Alors, ça, c'est sûr que tu as les moyens de te défendre et tu as surtout des gros moyens pour pouvoir les accuser, en fait. D'accord? Donc, par exemple, quels sont les viols des lois ou les principes que toi, tu trouves qu'ils ont violés à grande échelle? Le non-respect, ce qui est incroyable dans notre histoire à Kinsey et moi, c'est que nous sommes bénéficiaires d'une ordonnance de protection. D'accord. Vous êtes bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Depuis le mois de juillet 2020. Depuis le mois de juillet, combien, dis-moi? 2020. Et elle a été reconduite exceptionnellement, vu la gravité des faits, jusqu'à la prononciation définitive du divorce, qui n'est pas encore prononcée. D'accord. Et ça a été décidé par quel tribunal et quel type de juge? Un juge, c'est quel type de tribunal qui a décidé ça? Hein? Juge aux affaires familiales. D'accord. Et dans l'ordonnance de protection, j'avais demandé moi-même à l'époque, parce qu'il nous avait volé les passeports, pièces d'identité, etc., et qu'il m'a menacé que si je ne retirais pas ma plainte, il allait disparaître avec le petit et que j'allais plus jamais les retrouver. Donc ça, c'est le papa, hein, le policier qui dit ça. Hein? Tout à fait. D'accord. Et du coup, j'ai demandé moi-même une interdiction de sortie de territoire pour Kinsey lors de l'ordonnance de protection. D'accord. Malgré, voilà, donc, et il y a marqué qu'il y a une interdiction de sortie de territoire sans l'accord des deux parents, mais qui peut être levée en cas de circonstances exceptionnelles. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, j'allais au Maroc voir ma mère qui a failli mourir et qui était hospitalisée en urgence. D'accord. Donc ça, c'est un motif de droit de sortie du territoire. Et tout à fait. D'autant plus que quand Kinsey a eu des comportements sexualisés anormaux pour un enfant de son âge et qui faisait de l'énurésie diurne, c'est-à-dire qu'il était en grande section de maternelle, il se faisait pipi sur lui en journée 4 fois, des fois jusqu'à 5 fois par jour, alors qu'il était propre. Il avait 5 ans. Donc là, on a abordé un sujet qui est très délicat parce que oui, Christophe, mais il a été ça parce que malgré l'interdiction de sortie du territoire, on est quand même allé à l'hôpital Princesse Grace de Monaco où il a été vu par une psychiatre, une pédopsychiatre qui a fait une attestation en septembre 2020. Ça, ils ne l'ont pas reproché par contre. Kinsey, actuellement, il est dans un foyer à la Trinité et ils emmènent les enfants à Monaco. Monaco, c'est en dehors de la France. Là, il n'y a aucun problème. Mais quand moi, j'ai voulu aller voir ma mère mourante au Maroc, ça leur a posé problème. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette suspicion de comme je suis marocaine, je peux partir et ne pas revenir. Alors que j'ai toutes les attestations du contraire,
que Kenzie avait des rendez-vous qui étaient fixés pour après les vacances, que la maîtresse était alertée également. Toutes les preuves sont écrites. J'ai les certificats de ma mère, sa photo à la clinique, etc., etc. Donc, et en plus, appelé le commissariat de Menton et j'ai contacté la compagne de monsieur pour lui demander, en plus de ça, de me signer une autorisation. Ils m'ont demandé de patienter 2 à 3 jours en Espagne, de temps qu'ils le fassent. D'accord. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que tu as tous les documents qui justifient ce que tu fais. Par contre, derrière, systématiquement, ils construisent du mensonge pour démolir ce que tu fais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour toi, comme ça, là, pour que les gens comprennent, les plus gros mensonges qui ont été initiés à ton encontre, t'en as quelques-uns de gros mensonges, par exemple, ou pas? Le premier plus gros, c'est que Kenzie n'est pas scolarisée. D'accord, voilà. Donc ça, tu as des attestations scolaires, je suppose. Hein, donc, bien sûr, non seulement une attestation de scolarité, mais un certificat de scolarité, mais d'assiduité. D'accord. Non, ben, donc, et là, c'est quand même. Encore plus que ça, il a été récupéré dans sa classe. Pour un enfant qui n'est pas scolarisé, c'est un peu fort. Ben oui, donc, mais ça, le fait que c'est marqué qu'il n'est pas scolarisé, c'est dans un jugement, dans une ordonnance ou dans un rapport des services sociaux? Les rapports des services sociaux, moi j'ai eu 1 heure au tribunal de Brive-la-Gaillarde, parce que normalement je dépends du tribunal de Brive-la-Gaillarde, hein, je ne dépends pas du tribunal de Nice. Et mon fils également, étant donné que j'en ai la garde exclusive, que le père avait même été déchu de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite. Pour quel motif? Pour quel motif? Pour des motifs graves. Hein? Pour des motifs graves. Des motifs graves. Oui, d'accord. On n'explique pas le motif, mais on le devine. On le devine. Si, hein? D'accord. Je vais vous expliquer. Au fait, on était mariés depuis juin 2014. Kenzie est née le 5 mai 2015 et le 11 février 2020, parce qu'avant j'avais honte d'en parler, mais maintenant il faut que la honte change de camp. Alors qu'on était mariés, qu'on avait acheté un appartement à Menton, donc entre Monaco et l'Italie, et qu'on venait d'acheter un garage et une cave quelques mois avant. Donc on était vraiment dans un process d'installation et pas de séparation. Kenzie, un soir, son père était au travail et il était avec comme un petit mangeoire d'enfant, vous voyez, où on met des morceaux de fruits. Et il m'a dit, c'est bon ça, maman? Je lui dis, oui, c'est bon, c'est comme une sucette. Il me dit, non, c'est comme le zizi de papa. Carrément. Il avait carrément dit ça. Maman. Donc ça, c'était le 11 février 2020. J'ai pas cru la première fois. Ben oui, ça me paraît évident. C'est difficile à entendre. Au fait, mon cerveau n'a pas voulu le réaliser, si vous voulez. J'ai appelé une amie à moi qui avait fait ses études sur Paris et qui est maintenant installée à Casablanca au Maroc, qui est psychologue et qui s'occupe essentiellement des enfants et des enfants autistes, handicapés, et des handicapés et les autistes, les deux. Et je lui pose la question vers peut-être 2h30 après que Kenzie m'en ait parlé, vers 11h30 du soir. Et je lui dis, est-ce qu'un enfant de 4 ans peut avoir beaucoup d'imagination? Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà ce que m'a dit mon fils ce soir, mais il a beaucoup d'imagination. Et elle me dit, Dounia, un enfant de cet âge-là ne peut pas l'inventer. Ouais, donc, ça, c'est ou qu'il l'a vécu, ou qu'il l'a subi, ou qu'il l'a vu. Est-ce qu'il vous a déjà vu faire? Non, jamais. Donc elle m'a dit, demain, tu emmèneras ton enfant à l'hôpital. C'est ce que j'ai fait. J'ai rien dit à son père quand il est rentré. J'ai quasiment pas dormi. Il a dû rentrer vers 5h du matin parce qu'il travaillait de nuit ce soir-là. Et
Et je suis allée le lendemain à l'hôpital. Et le surlendemain, je suis allée déposer plainte. D'accord. L'hôpital a fait un signalement. L'hôpital avait fait un constat. L'hôpital a fait un constat. Il a fait un signalement. Un signalement, d'accord. Et donc, ils m'ont dit qu'il fallait que le petit soit vu par les UMJ en urgence. Et ben, par un médecin légiste, au fait. Ouais. Et pas juste un psychologue. Et qu'il fallait que je dépose une plainte pour qu'il y ait une réquisition à un médecin légiste. J'ai déposé plainte le 13 février 2020 au commissariat au Var. Quand j'ai déposé plainte, ils n'ont pas voulu me donner la copie de ma plainte en me disant que bah, comme j'habitais encore sous le même toit que monsieur, il ne fallait pas qu'il tombe dessus. Donc, j'ai passé 3 heures. Il y avait Kenzie avec moi et une amie qui le gardait, qui était également témoin de certains faits, qui a également été auditionnée, mais qui n'a pas eu la copie de son audition non plus. Alors qu'elle n'habitait pas avec monsieur. Ils auraient très bien pu lui donner son audition de témoin. Oui, bien sûr. J'ai pas eu l'audition de mon enfant. Il a été vu une quinzaine de minutes par une policière qui m'a dit qu'elle n'était pas spécialisée pour ça et que sa hiérarchie lui a quand même demandé de le faire toute seule. Et elle m'a demandé de n'emmener mon enfant nulle part pour ne pas fausser l'enquête pénale. D'emmener quoi? L'enfant nu? De ne l'emmener nulle part, chez aucun médecin, pour ne pas fausser l'enquête pénale. Mais ça n'a rien à voir, ça. Au contraire. Franchement. Simplement, mon fils, vous savez quand est-ce qu'il a été vu par les UMJ? Non. 13 mois après. Putain, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. 13 mois après. Là ils ont pris une décision qui entrave justement la vérité, en fait. Le médecin qui l'a vu m'a dit, madame, ça ne sert à rien de le voir 1 an après. À part si c'est quelque chose de très grave et qu'il y a une béance anale, c'est-à-dire qu'il fait caca sur lui, qu'il n'arrive pas à se retenir. 1 an après, il m'a dit, il faut agir dans les quelques heures qui suivent. Même pas mais c'est ce que la police a empêché de faire, justement, pour pas qu'il y ait des preuves qui soient factuelles, en fait. C'est bien, bien de la complicité de la police, en fait. Mais le pire que ça, c'est qu'au mois de juillet, j'ai appris par mon avocat de l'époque, lors de la demande de l'ordonnance de protection, que la plainte que j'avais déposée le 13 février 2020 au commissariat au Var, avec Madame Drivet, donc je cite son nom, l'officier de police judiciaire Drivet, n'était pas considérée comme une plainte, mais comme un complément d'enquête. Ah bon? Mais c'est quoi leur truc, là? C'est quoi cette transformation des choses? Par rapport au signalement, complément d'enquête. Et donc, il m'a demandé de redéposer une plainte. Il y a également Madame Billa de la MSD de Menton, que je connais depuis 4 ans, la même qui est venue récupérer mon fils en Corrèze en faisant 2 jours de route, qui m'a dit, à l'époque, au mois de juillet, Madame, au vu des éléments qu'il y a, parce que Kenzie, entre-temps, a été vue par un médecin généraliste, parce que mon avocat m'a dit, vous poussez la porte de n'importe quel médecin, mais là, ça va être les dires de l'enfant et le père, bien sûr, Ivanier, mais on n'a aucun certificat, on n'a rien. Donc, il faut que votre enfant soit vu par un médecin, n'importe lequel, avant l'audience. Et c'est là où je suis allée pousser le cabinet du docteur Isabelle Nouveau, qui a fait la vidéo avec vous, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant, et qui a par la suite eu beaucoup de problèmes jusqu'à l'enlèvement de sa fille pour être placée dans le même foyer que mon fils. Ouais, ça prouve les complicités qu'il y a et des réseaux qu'il y a derrière. Hein. Oui. Parce que là, à mon avis, c'est un réseau qui est puissant derrière, très puissant, d'accord? Entre la connexion de la franc-maçonnerie et celle qui est pas forcément belle de franc-maçonnerie, je crois qu'il y a du monde. Hein. Parce que pour aller attaquer aussi
l'avocat, la médecin qui avait fait le constat, l'ordre médical, le rapport médical, ça lui est retombé dessus, en fait. Ça lui est retombé dessus. Oui, donc, ça lui est retombé dessus et elle a même eu des pressions pour ne plus être en contact avec moi. Ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Et on lui a dit que si elle restait en contact avec moi, sa fille resterait placée. Encore plus. Voilà, donc ça s'appelle du chantage, en fait. Oui, mais le truc, c'est que j'ai appris dernièrement qu'il en deux mots, pour que les gens comprennent bien, c'est tu fermes ta gueule sur ce dossier-là, autrement on ne te rend pas ta fille. C'était ça, hein, en synthèse. C'était ça. Hein, ça ressemble à quelque chose comme ça. Qu'il ne fallait pas qu'elle reste en contact avec Madame Boukhari. Ben voilà, mais bon, ceci étant, c'est un mécanisme qu'on connaît bien dans plein d'autres dossiers, avec des gens des fois différents, mais la version du chantage, pour pas dire la vérité, pour pas amplifier un dossier qui peut se retourner, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Là, ça concerne un médecin qui avait fait un certificat, mais des fois, ça concerne des avocats qui essaient de défendre un enfant. Des fois, ça concerne des services sociaux qui essaient de dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. À chaque fois, on a le même mécanisme. On empêche la vérité d'apparaître. Et ceux qui sont capables de faire des documents qui peuvent impacter la justice, on les empêche. Voilà. Ça, c'est un mécanisme qui est, vu tous les témoignages que j'ai quand je fais parler les gens découvrent au fur et à mesure qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place comme ça. Donc, il y a eu un chantage sur le médecin, mais elle avait fait quand même un rapport. Elle avait fait quand même une synthèse. Elle avait vu mon enfant seul pendant environ 1h30. Et ensuite, elle l'a fait sortir et elle m'a demandé de rentrer dans son bureau, dans son cabinet. Ouais. À l'époque, il y avait ma mère qui était ici, donc la grand-mère de Kenzie. Elle avait passé les 5 mois de confinement avec nous en France. Et elle m'a dit des choses que je ne savais même pas, que mon fils ne m'avait même pas dit et qu'il lui a confié. Carrément. Et j'en ai vomi dans son cabinet. Le temps de sortir de son cabinet, d'aller dans le couloir pour aller dans les toilettes, pour vomir dans les toilettes, j'en ai vomi partout. Alors, la chose qui est importante pour qu'on voit ton dossier, est-ce que ce rapport médical, est-ce que tu en as une copie? Elle t'en a fait une copie, le médecin, ou pas? Bien sûr, c'est elle qui m'avait dit d'aller aux urgences pédiatriques de Monaco. D'accord. Voilà, donc c'est important. Donc ça veut dire qu'elle avait introduit le dossier, en fait. Hein? Il y en a plusieurs. Il y a 2 signalements et 7-8 certificats médicaux et attestations de psy. D'accord. Et là, on est bien d'accord, on fait un point général, ça touche la pédocriminalité. On est d'accord, hein? Oui, avec récidive probable. Ouais. Parce que j'ai même l'attestation d'une autre maman qui m'a contactée, qui était en couple avec cet homme après moi. Il était en couple avec elle et en même temps avec l'avocate avec laquelle il habite aujourd'hui. Donc, d'accord. Au moins 2. Et elle m'a envoyé tous les échanges qu'elle a eus avec son autre copine. Une qui lui disait bah non c'est mon mec, l'autre qui fait non c'est mon mec, enfin voilà. Et le pire c'est que il aurait fait du mal à son enfant de ses 9 ans à ses 11 ans. Ah oui, carrément. Elle aussi. Ce sera intéressant qu'elle témoigne aussi, cette femme-là, en fait. Hein? Elle a peur. Elle a peur. Oui. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Quand elle m'a vue la dernière fois, elle m'a dit qu'elle avait reçu une visite des services sociaux pour lui enlever ses 3 enfants et qu'elle a dû se marier précipitamment avec quelqu'un qu'elle venait de connaître depuis 6 mois pour prouver qu'elle était stable, qu'il ne lui prenne pas ses enfants, etc. C'est incroyable. Dans son attestation, il y a marqué que monsieur lui aurait fait des menaces de mort.
Carrément, carrément. Mais que le plus choquant est qu'il s'en est pris à son enfant. Et qu'il lui a dit, tu dis à maman, elle va avoir de gros problèmes. C'est complètement dingue. Ils se croient avoir tous les pouvoirs. Mais un jour, ça va leur revenir dans la gueule, ces choses-là. Moi, ce que je ne savais pas, Christophe, c'est que j'ai appris après la séparation que monsieur m'avait menti sur tout, toute sa vie, toute son enfance, sur ses parents, sur tout. J'étais mariée avec Dunia. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire jusqu'à présent, là, tu sais à quoi je pense, moi, personnellement? Non. Ben, je pense que le papa de Kenzie, il a lui-même été victime de placement d'enfant en tant qu'enfant. Non? C'est pas ça? Tout à fait. Eh ben, tout à fait. C'est un effet mécanique. C'est un effet mécanique. Ceux qui subissent, écoute bien, il y a un pourcentage énorme de ceux en tant qu'enfants qui subissent, qui reproduisent la même chose quand ils deviennent adultes. Le pourcentage, je ne sais plus de combien il est, mais je crois que c'est plus de 35% des cas, il me semble, hein, qui reproduisent ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc, ça veut dire que les enfants n'ont pas eu de traitement, n'ont pas eu d'affection. Enfin, c'est destructeur. Ça détruit la vie des enfants, mais quand ils sont adultes, leur vie, elle est aussi à moitié détruite. La preuve, c'est un cas concret. Donc là, tu l'as appris alors du coup, ce que je viens de dire, ça a été quelque chose de concret, Oui. J'ai même fait le déplacement Menton-Beauvais en train. Et j'ai rencontré la vraie mère qui n'était pas du tout morte, hein, qui était vivante, certes en fin de vie. Entre-temps, elle est décédée. J'ai appris qu'elle était décédée. Et sa vraie mère m'a tout raconté, que c'était un enfant adultérin, qu'elle était mariée, que le père de cet homme était également marié, mais pas avec elle, avec une autre femme, que c'était son voisin, et qu'elle serait tombée enceinte de lui, mais qu'elle ne savait pas si c'était de lui qu'elle était enceinte ou de son mari, que personne n'a reconnu l'enfant, ni son mari, ni le père soi-disant biologique. D'accord. Il a passé l'ADN, hein, donc voilà. Et qu'il a fait faire une reconnaissance en paternité, alors qu'ils lui ont pris son enfant bébé à 10 jours pour le placer en nourrice. Carrément. Et que par la suite, son fils l'a détesté tellement, il n'aimait pas sa mère, et j'en ai la preuve, hein, parce que moi j'ai trouvé un petit carnet à la maison où il écrit que sa mère est con, etc. On l'a même envoyé à la juge et à son avocat. Qu'il avait écrit également à la juge des enfants, etc. Et qu'il a été placé au fait par décision judiciaire du juge des enfants de Beauvais. D'accord. Donc en fin de compte, il n'a jamais vécu avec sa mère. Il ne sait pas ce que c'est que de vivre avec une maman, en fait. Au fait, moi, il m'a présenté la dame qui était sa nourrice, hein, famille d'accueil, en l'appelant maman. D'accord. Et quand elle est morte, il a dit que sa maman était décédée. C'est elle qu'il considérait comme sa mère, au fait. D'accord. Mais ça, c'est détruire le lien d'origine. Alors c'était quand même 1000 francs à l'époque, 1000 francs français par les parents tous les mois. Donc, quand on est vraiment, quand on se sent vraiment parent d'un enfant, on peut l'adopter, quoi. On n'est pas obligé de. Alors, en parlant, regarde, j'ai fait des inscriptions au faux. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Tu m'as posé la question, qu'est-ce qui a été faux? Donc, j'ai fait des déclarations de faux à titre principal. Oui. Et j'en ai plusieurs à faire, mais là, c'est pas. C'est pas la plus importante. Et j'ai fait un tableau où j'ai mis par exemple le faux dans un rapport de l'ASE en page 2.
il y a marqué le 6 septembre 2022 au regard, parce qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, tu reprendras après Christophe, hein, parce que là, je me suis un peu perdue. Non, continue, vas-y. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon enfant m'a confié des faits d'inceste le 11 février 2020. Okay. Ouais. Le 12, je pars à l'hôpital. Le 13, je vais à la police. Le 17, on est placé en urgence avec une fiche PAU par une assistante sociale, à savoir placement en accueil d'urgence, parce que l'assistant social de l'hôpital a fait ça. On a été placé au fait dans un hôtel du 115. Voilà. D'accord. L'assistante sociale m'a appelée, elle m'a dit qu'il ne fallait pas dire à monsieur, qu'il fallait cacher. Elle m'a dit que c'était la chambre 15, telle adresse, tel hôtel, mais que je le cache dans mon soutien-gorge ou quelque chose, mais qu'il ne tombe pas dessus, qu'il ne soit pas au courant. Parce qu'il avait été désarmé, mais après, il a sorti sa carabine. Carrément, carrément. Et il a menti à l'ordonnance de protection en disant qu'il n'avait pas de fusil. Sauf que moi, j'avais pas la facture, mais j'avais… vous savez, quand on achète, par exemple, une arme, enfin, ou quelque chose, n'importe quel article, on peut avoir une garantie supplémentaire. Garantie. Oui. Donc, ce document-là, il était venu avec un collègue à lui pour récupérer le fusil de la maison, pour ne pas laisser de preuve, le 17 février. Mais par contre, il avait oublié ce document-là de Decathlon, où il avait acheté le fusil. D'accord. Donc, tu avais la preuve qu'il avait une arme et puis que tu avais une certification. Exactement, en disant au juge, je n'ai pas de fusil. Madame ment. Je n'ai pas de fusil. Et donc, quand j'ai apporté ça, son avocat a dit à la juge aux affaires familiales, c'était sur Nice, hein, que non, elle ne pouvait pas prendre cette preuve, ce document, parce qu'il n'a pas été versé au contradictoire. Elle a dit non, mais là, il n'y a pas d'histoire de contradictoire. Là, c'est tellement grave, parce qu'on a risqué pour notre vie quand même. C'est pas pour rien qu'on a une ordonnance de protection. Moi, j'en ai été suivie par la suite par une association qui avait demandé au procureur un téléphone grave danger. C'est pas rien. Enfin, bien sûr. Et monsieur avait déjà été suspendu de la police nationale par le passé. D'accord. Pour une histoire tu avais les motifs de suspension, non? Tu savais quels motifs, non? J'ai retrouvé au fait tout ce qu'il m'a caché en 7 ans de mariage dans une boîte de puzzle qu'il avait oublié à la maison. D'accord. Que ce soit sur son enfance, tu as gardé les pièces. Qu'il a fait après le décès de son père, il avait 21 ans, je crois, ou 22 ans, ou 23 ans. J'ai tout retrouvé. Le papier de maître Haïk, avocat parisien qui date de 97-99, avec le non-lieu prononcé. J'ai les noms, j'ai tout. Voilà. Et la menace de monsieur avant la séparation, quand il m'a dit que quand il m'avait frappée enceinte, parce que c'est quand je suis tombée enceinte que les violences ont démarré, que quand j'étais tombée enceinte, il n'avait pas été suspendu, il avait juste été désarmé quand il m'avait frappée. Mais que quand il a son collègue, là, il avait été suspendu. D'accord. Mais qu'il s'en sortait toujours. Jusqu'à oser appeler ma mère malade au Maroc pour lui dire « Ta fille a déposé plainte contre moi, mais je n'ai pas peur. La police des polices, c'est mes amis et mon commandant me soutient. » Voilà. C'est ça quand on est dans un réseau, en fait. C'est ça. Hein. Donc, j'ai une attestation d'une dame qui le connaît depuis des années et qui m'avait également prévenu, qui m'avait dit que depuis qu'il avait perdu l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que tout droit de visite sur l'enfant commun, sur notre enfant commun, il disait partout qu'il préférait que Kenzie soit placé plutôt qu'il reste avec nous. Ouais, ben c'est le travail qu'il a fait pour pouvoir le faire placer, en fait. Donc, il a utilisé la juge des enfants de Nice, Madame Aurélie Anne Viscontini. Il l'a utilisée comme chambre d'appel pour avoir des droits sur l'enfant. Et pour essayer de me l'enlever. Et elle a voulu mettre en place une ABMO en 2021, début 2021. Alors qu'elle l'a reçue en audience
Il n'avait pas l'exercice d'autorité parentale. Ok. Il a pu parler et me dénigrer comme d'habitude. J'étais la mauvaise mère, j'étais une mère dépressive, je ne m'occupais pas bien de mon enfant, alcoolique. Qu'est-ce qui m'a sorti encore? Que je manipulais tout le monde, que je manipulais son fils, oui, que j'avais des amis qui étaient psy et que certificats, il ne fallait pas les prendre en compte, que la psychologue que j'avais sur Grenoble était ma cousine. Enfin, il est parti dans un délire. Voilà. Il a même osé dire à la dernière audience à mon avocate actuelle, qui n'est quand même pas n'importe quel avocat, hein, parce qu'il faut savoir que Dieu nous l'a envoyé, cette dame, c'est une avocate qui était avant procureur en charge des mineurs. Oui, je connais cette femme-là parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, en fait. Oui, oui. Et donc, quand elle lui a dit, monsieur, il faut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que monsieur fait ça? D'où vient cette haine? D'où vient cette haine qu'il a contre la figure maternelle? Il parle quand même de sa femme. J'ai entendu, elle a dit, j'ai entendu hystérique, j'ai entendu folle. Madame n'a jamais dénigré monsieur. Elle parle que des faits. Donc, ça vient d'où? Il faudrait peut-être se poser des questions sur le placement de monsieur dans son enfance. Et là, il a dit, c'est pas vrai. Et il a regardé mon avocate et il a dit, ça relève de la psychiatrie. C'est une audience. Donc, je suis folle, mon avocate est folle, tout le monde est fou. Il n'y a que monsieur qui va très bien. Voilà. Oui, mais ça, c'est le pouvoir qu'il a par rapport à sa profession. Mais ce que je ne comprends pas, Christophe, c'est que les juges des enfants, ce n'est pas le juge pour enfants, hein, il faut que tout le monde le sache. C'est à se saurer. Il n'y a pas marqué juge pour enfants. Leur nom, c'est le tribunal pour enfants, mais c'est les juges des enfants. Et ils traitent aussi bien des dossiers d'enfants délinquants au pénal que mettre à l'abri des enfants dans le cadre d'assistance éducative s'ils estiment qu'ils sont en danger. Mais encore faut-il qu'ils soient en danger. Moi, j'ai eu l'avocat pour le dossier de Kenzie. Personnellement, je voudrais te dire un truc, Dounia. Je voudrais te dire un truc. À partir du moment où il y a des certifications d'actes de pédocriminalité, ça devrait plus être un juge pour enfants qui gère les dossiers. On n'est pas au bon tribunal. C'est plus les tribunaux là. Là, on passe dans un tribunal judiciaire et non pas un tribunal pour enfants, puisqu'il y a des actes qui sont des actes criminels. Tout à fait. Ça doit être ou le correctionnel, ou le tribunal correctionnel, ou la cour d'assises. Voilà. Et donc là, pour moi, c'est un travers qui est installé depuis très longtemps en France, d'accord? Déjà parce que la première des choses qu'on viole, c'est le contradictoire, puisque le contradictoire, il est jamais respecté entre une accusation et la défense et les preuves qu'on amène. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le droit des services sociaux de ne pas communiquer les rapports qu'ils font au président du tribunal pour enfants. Et là, pour moi, c'est un vice de forme qui caractérise souvent dans les rapports mensongers ce qu'on appelle une escroquerie à jugement. D'accord? Si on avait les preuves écrites des mensonges, ce serait une escroquerie à jugement. Tout à fait. Et ça en France, plus les délits qui sont cachés, parce que c'est plus des délits, c'est des crimes, où là, dès que ça touche la pédocriminalité, en France, c'est l'extinction absolue. Hein. On n'en parle pas. On n'a pas le droit de parler de pédocriminalité en France. C'est normal. D'accord? C'est le pays des droits de l'homme, la France, mais c'est le seul pays en Europe qui est surnommé Pédolande. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose, non? Ouais. Oui. Pédolande, la fin du silence, oui, tout à fait, je l'ai vu. Voilà. Donc voilà. Donc, et c'est la France, le pays des droits de l'homme. Donc la contradiction, elle est colossale en fait.
Donc là, pour l'instant, Dounia, la suite des événements par rapport au placement de ton enfant, au-delà des coûts que ça te fait pour aller le voir et ainsi de suite, Je la ne peux suite de même la plus. procédure, la suite de la procédure, c'est quoi exactement? En plus des coûts, parce que y aller 4 fois par mois, c'est environ 2000 € par mois. Okay, mais en plus des minimum, hein, en plus des coûts, c'est que ma santé en a pris un coup. Je te donne un simple exemple, Christophe. Hier matin, je me suis réveillée le matin, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'avais l'impression qu'on allait me couper ma jambe gauche de douleur. Ah, ça, c'est, tu sais, c'est pas compliqué, hein, c'est le stress que tu subis qui provoque plein de choses. C'est ça. Voilà, on Non, et fait c'est les ça et allers-retours. Et c'est les allers-retours parce qu'il en n'y plus, a pas en eu, plus la il y a pas fatigue, eu un samedi jusqu'au mois d'octobre, fin octobre, il n'y a pas eu un samedi où je ne suis pas allée. Pas un bah, seul. bien sûr, non, non, mais c'est, Pendant 9 mois. Ensuite, j'ai eu très mal. Je suis pas allée. En novembre, j'y suis pas allée. J'y suis allée le 23 décembre, juste avant Noël. Et ensuite, j'ai arrêté d'y aller depuis le 13 janvier. Voilà. voilà. Donc c'est, mais entre la fatigue, les coups, le coup que ça fout au moral, d'accord, je comprends la souffrance que ça provoque. Non seulement il y a une fatigue physique, une fatigue morale, une fatigue, en plus un épuisement financier énorme, d'accord. Donc quand tu cumules tout ça, putain, mais je comprends que ça puisse détruire une maman, hein. Franchement, je te le dis, hein. Je vais te faire écouter quelque chose, Christophe. Vas-y, si tu veux, vas-y. Bon, tu es prêt? Oui, vas-y, vas-y. Alors, la juge des enfants, lors de l'audience du 7 mars dernier, elle a dit qu'elle n'allait pas prendre sa décision tout de suite par rapport à Kenzie, qu'elle allait attendre le 18 avril. Pourquoi? Parce que le JAF doit statuer sur l'incident et doit rendre sa réponse le 17 avril. D'accord. Mon fils lui a écrit également un courrier, il m'a demandé de lui transmettre. Donc, je te l'enverrai également si tu veux le mettre en fin de vidéo. D'accord. Ça, je vais le faire. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'ils ont commencé à donner le droit à son père de le prendre tous les mercredis sans surveillance, en visite libre, en sortie libre. Donc, voilà. Passer toute la journée avec lui et il l'emmenait chez lui à la maison. Alors que moi, je n'ai même pas le droit de manger une glace avec mon enfant, y compris avec une tierce personne. Mon fils, au mois de décembre, il voulait carrément implanter à ses jours. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Du haut de ses 8 ans et demi, il a dit qu'il préférait mourir que d'avoir des visites médiatisées et qu'il voulait rentrer à la maison. C'est une horreur en fait. Kenzie, il dit qu'il est dans la prison pour enfants et que tous les enfants qui sont au foyer sont en prison. Ça ne m'étonne pas. Et il a même écrit au foyer qu'ils l'ont envoyé. Il a également parlé de faits pénaux à la juge des enfants par rapport à son père. Elle en a parlé en audience. Mais elle a dit qu'elle avait posé la question à Kenzie si ça s'était reproduit le mercredi, quand il était en sortie libre avec son papa. Et donc Kenzie lui a dit que non, ça ne s'était pas reproduit le mercredi et qu'il estimait qu'il n'allait pas le refaire et que du coup, il veut continuer à sortir avec lui et aller dormir chez lui des week-ends.
C'est complètement… Elle a dit également qu'il y a eu un signalement qui a été fait par les services sociaux contre le père, alors qu'il est placé. Les services sociaux les services sociaux, c'est ça que je ne comprends pas, font un signalement sur un enfant qui est déjà placé. C'est le monde à l'envers. Oui, bien sûr. Mais ils le gardent. Alors que s'il y avait un signalement et que l'enfant est chez les parents, c'est le principe de précaution qui prime. Mais bien sûr. Pour des… C'est grave, hein, c'est quand même grave comme dysfonctionnement en fait. Il s'est confié à la psychologue de la MEX, la maison d'enfants à caractère social, et également à des éducateurs en qui il a confiance. Et qui ont fait un rapport et qui ont fait une information préoccupante. Et donc la juge a contacté le procureur pour qu'il voit la suite qu'il va donner à ça. C'est catastrophique en fait. En attendant, il pouvait sortir avec lui, avec une tierce personne, mais pas de sortie libre. Mais il peut continuer quand même à sortir avec lui. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai eu mon fils au téléphone au mois de février. Alors, ils sont, bien sûr, quelqu'un qui est accusé par un enfant, quelqu'un qui est accusé, il ne va jamais dire oui, bien sûr, je l'ai fait. C'est pas dans son intérêt de l'avouer. Donc, il va nier. Il va toujours nier. Mais quand on a des certificats médicaux, des signalements, et que l'enfant répète ça, et qu'il dit qu'il a peur, et que son père le menace, alors qu'il est loin, ça fait 1 an qu'il est loin de la mère, plus qu'1 an. Donc, ils ne peuvent plus dire la mère manipule l'enfant. Mais bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est incroyable. C'est complètement dingue. Télépathie. Et en plus, j'ai un certificat médical qui dit que mon enfant a des comportements sexualisés, anormaux pour un enfant de son âge, et qu'au vu de ces comportements, il ne peut y avoir de manipulation. Ben voilà. Tout est dit en fait. Ce qui est incroyable, c'est que c'est répétitif depuis pas mal d'années. Hein. Ouais, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais te faire écouter quelque chose. Tu veux quoi? Je veux plus s'envoyer. Oui. Pour retrouver l'enfance. Je veux plus voir papa parce qu'il m'a fait du mal au passé. Il t'a fait quoi au passé? C'est important de dire ce qu'il t'a fait. N'aie pas honte. C'est la personne. Je précise, c'est un appel médiatisé. Parce que tous les appels que j'ai avec mon enfant, alors j'en ai plus des masses, j'en ai 2 fois par semaine pendant 10 minutes. Au parleur, il y a des éducateurs qui écoutent et qui surveillent pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ouais. Ils empêchent la parole des enfants. Et n'est pas… sexuel. Approche-toi du téléphone, Kenzie, j'entends mal. Il m'a fait un attouchement sexuel. Un attouchement sexuel? Qui t'a dit? Parce que maintenant, il te fait encore quelque chose. C'est quoi l'attouchement sexuel, Kenzie? Qu'est-ce que c'est l'attouchement sexuel qu'il t'a fait? Sur les… Quoi exactement? N'aie pas honte de Léa. Tu peux parler devant elle.
Euh, euh, je suis chez Gigi. Est-ce que maintenant tu as peur quand tu vas chez lui? Oui. Et pourquoi tu ne nous le dis pas que tu as peur d'aller chez lui le mercredi? Ça me fait peur. Voilà. Parce qu'il me fait peur. La juge a dit en audience, alors ça c'était un appel du 26 février dernier. On a eu l'audience 10 jours après, le 7 mars. La juge a dit que Kenzie lui avait dit qu'il n'avait pas peur de son papa, que ça s'était passé avant, que ça a pu se passer, oui, effectivement, avant, mais que ça ne s'est pas repassé et qu'il était très content quand même d'aller chez son père. Et de dormir chez lui. Alors moi, je n'ai pas compris, parce qu'en audience, le présumé agresseur, hein, parce qu'il faut toujours dire présumé, a dit oui, mais sa mère le manipule. Les appels, ils sont plus médiatisés. Ah ouais. Et sa mère ne va même plus le voir, en plus. Comment ça, les appels? Ben, si, les appels, ils sont toujours médiatisés. Ah oui, mais non, il y a des enfants au foyer qui ont des téléphones. La responsable du foyer, elle a dit non, les appels, ils sont toujours médiatisés. Et les enfants qui ont des téléphones, il n'y a pas de signe dedans, parce que c'est des jeunes de 9-10 ans. Et je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. La seule fois où j'ai senti que la juge a eu un raisonnement, on va dire, logique, c'est qu'elle a dit, mais vous savez que des fois, quand les parents, quand un enfant est éloigné de ses parents, sa parole peut se libérer. Madame Boukari, vous n'êtes pas venue depuis le mois de janvier, hein, c'est ça? Tout à fait. Ça fait 2 mois et demi que j'y suis allée. Et pourtant, il dit plein de choses. Et donc, il a dit oui, mais attouchement sexuel, c'est sa mère qui lui a dit attouchement sexuel. Je n'ai jamais dit à mon enfant attouchement sexuel. J'étais même étonnée moi-même qu'il emploie ce terme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai été étonnée? J'ai envoyé un message au foyer et j'ai reçu un appel d'une éducatrice. Je ne donne pas son nom, vous aurez juste le prénom. Vous allez écouter. Oui, allô? Et c'était le 27 février, le lendemain. Écoutez ce que cette dame va me dire. Oui, bonjour, c'est Vanina, éducatrice. Oui, bonjour Vanina. Je vous appelais du coup suite au message, parce qu'en fait je l'ai vu hier soir mais trop tard, du coup je ne l'ai pas appelé. Le message que vous avez laissé par rapport à Léa. Oui, tout à fait. Pour le terme agression sexuelle. Oui. Alors en fait, je vous explique, c'est que là, ça fait plusieurs semaines qu'on fait beaucoup de réunions avec les enfants parce qu'ils s'amusaient, ils pensaient que c'était un jeu de se toucher les fesses, etc. etc. Donc, non, pas de se toucher des fesses, de ce que m'a dit Kenzie, se mettre le doigt dans le trou des fesses, c'est ça? Habillé, j'ai jamais déshabillé, mais oui, voilà, ce genre de choses. Donc on a essayé de leur faire comprendre, de l'épine, de faire tout ce qu'on voulait. Voilà, c'était toujours un jeu pour eux. Donc on a vraiment fait des réunions officielles, on a posé des mots là-dessus, en disant que c'était des choses qui étaient quand même punies par la loi, que c'était des agressions, etc. Et c'est pour ça que maintenant il en passe moi. Ah, donc c'est vous qui lui aviez dit, qui avez dit à tous les enfants le terme agression sexuelle. C'est ça. D'accord. Et donc il a fait le lien avec ce que son père lui fait en disant il m'a fait une agression sexuelle. En fait, maintenant, les parties intimes, ce qui est partie intime, si on touche, c'est une agression sexuelle. Voilà, on leur a vraiment expliqué à plusieurs reprises en les emmène des filles. Vraiment... Oui, c'est très bien parce que moi, j'ai jamais osé en parler avec mon fils.
Mais oui, c'est bien, oui. D'accord. On a posé des mots là-dessus en disant que les parents, ils pouvaient aussi porter plainte quand on dit ce genre de choses, que c'était pris par la loi. Enfin, bon. Et depuis, tous les enfants, ils savent que maintenant, quand on touche les fesses, quand on met des doigts dans les fesses, c'est pas un jeu, c'est très grave. Voilà, c'est pour ça qu'ils prennent ce terme. C'est important quand même de vous expliquer, parce que je sais que oui, ça merci. vous donne surprise. Oui, effectivement, j'étais étonnée qu'il utilise ce terme-là, parce que moi, je n'ai jamais parlé comme ça devant lui. Ouais. D'accord. Voilà, vous avez fait le signalement hier à la MSD? Donc moi, à mon niveau, on a fait les écrits. Et maintenant, c'est notre direction qui prend le relais pour corriger, pour envoyer. Ouais. Vous l'avez envoyé à qui l'écrit? Là, pour l'instant, c'est à ma direction. C'est à eux maintenant de valider et d'envoyer, mais ce sera fait avant l'audience parce qu'on leur a dit que ce soit fait rapidement. Et vous les avez alertés par rapport à quoi exactement, Janina? Je ne vous demande pas de m'envoyer l'écrit, je sais que vous ne pouvez pas, mais juste verbalement, si vous pouvez m'expliquer ce que vous avez mis. Mais c'est par rapport au propos qu'il a tenu hier soir, il me les a retenus. Du coup, je lui ai parlé un peu le soir au moment de coucher, et il m'a tenu les mêmes propos. Il vous a dit quoi exactement, Janina? Les propos qu'il vous a dit, vous aussi. Qu'il avait peur, etc. Donc, voilà, j'ai vraiment tout ce genre. Voilà, qu'il avait peur, etc. C'est important, c'est important. C'est un genre de témoignage qui est important et il peut pas être contredit, en fait, celui-là. Donc, et ça a été enregistré au mois de mars, tu m'as dit ça? Non? C'était le 27 février. 27 février. C'est important, c'est très important. Le 27 février et le 7 mars, la juge des enfants a dit que Kenzie n'avait pas peur. Ouais, non, mais ça c'est. Je suis en train de préparer, au fait, si Kenzie, je pense que s'il n'avait pas parlé aux éducateurs, s'il n'avait pas fait confiance à des éducateurs et qu'il n'avait pas été reçu par une psychologue sur place du foyer, il l'aurait placé, je crois, chez son père. Il est en train de préparer un placement au domicile de celui qu'il désigne comme étant son agresseur sexuel, en fait. D'accord. Bon, en tout cas, là, ça. On l'a déjà vu. Donc, tu le sais très bien, Christophe. Bon, eh ben, écoute, c'est un témoignage qui est important, tout ce que tu nous dis là. D'accord? Donc, je pense que ce qui sera bien, peut-être, dans les prochains jours, ce qu'on pourra refaire, c'est refaire un petit épisode pour pouvoir mettre plein de pièces additionnelles de ce que tu vas m'envoyer. Oui. D'accord? Pour dire ou cautionner ton premier témoignage là d'aujourd'hui, qui est important, d'accord? Mais si en fonction du nombre de pièces et du nombre de... Bon là, tu m'as fait des extraits audio qui sont importants, d'accord? Mais il y a des pièces qu'il faudra diffuser, qu'il faudra montrer, qui pourront attester de ce que tu dis. Eh ben, il faudra qu'on se refasse un petit rendez-vous d'un petit quart d'heure, tous les deux, pour que je puisse mettre toutes les autres pièces que les gens pourront regarder. Ce serait bien de faire un autre épisode. Tu trouves pas? D'accord. Hein? Oui, très bien. Comme ça, pendant que tu m'enverras les pièces, je les numériserai, je les transformerai en images, je montrerai des clips, d'accord? Et quand je te donnerai un rendez-vous, je te dirai tout ce qu'on va publier pour poursuivre le premier entretien d'aujourd'hui. Ça te convient? Hein? Ok. On fait comme ça? On fait comme ça. D'accord? Donc pour aujourd'hui, on considère qu'on a fait un témoignage qui est la première partie, parce que ton témoignage, il est déjà... beaucoup de choses à dire. Il faudrait au moins 4 ou 5 séances si les gens comprennent tout ce qui s'est passé. Justement, ce qu'on fera, on fera un deuxième épisode en mettant plein de pièces, je les préparerai dans tout ce que tu vas m'envoyer, d'accord? On fera ça dans, je sais pas, il faudra faire ça, on fixe ça à quinzaine, tous les 15 jours, on en fait un pour arriver aux 4 épisodes, si tu veux. On peut faire un truc comme ça, hein? Ça te convient comme projet ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, ce que tu vas faire, on va préférer le faire une fois par semaine peut-être pour aller plus rapidement. Une fois par semaine?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, peut-être une fois par semaine. Donc, alors, donc éventuellement, on refait un épisode la semaine prochaine. Hein? On fait comme ça. D'accord? Donc, bon, bah écoute, Je voulais aujourd'hui, souhaiter, avant de se dire au revoir, je voulais souhaiter énormément de courage à tous les papas et les mamans protectrices et les papas protecteurs, à tous les parents qui se sont fait enlever leur enfant. Parce que il n'y a aucun parent qui est parfait comme il n'y a aucun être humain qui est parfait. bien sûr, Mais les parents aimants, ils font toujours de leur mieux pour leurs enfants. Au lieu de prendre un enfant comme ça et de le briser et de faire en sorte qu'il soit déplacé plutôt, moi je dirais, parce qu'on place de l'argent, Christophe. Bien sûr. On ne devrait pas dire placé. Ouais. Non, mais bien sûr, c'est de la création de rupture de liens familiaux et en tout cas, la base. Mais je me demande pourquoi, quand ils ont en fait des éléments factuels qui prouvent qu'il n'y a aucun danger ou de risque de danger pour l'enfant avec son parent, et que de l'autre côté, ils ont des dires, pourquoi est-ce qu'ils écartent les éléments factuels? Moi, c'est la question que je me pose. Voilà. Alors, tu sais, je vais faire un tout petit point de synthèse pour que tu comprennes bien, d'accord? La violation du contradictoire, la persévérance des mensonges et l'argent qui se fait derrière. Pour moi, ces trois choses-là sont les raisons des abus qu'on voit partout dans tous les témoignages de parents qui sont victimes du placement abusif d'enfants. C'est schématique, mais je te jure que quand tu écoutes tous les témoignages, tu t'aperçois que mécaniquement, c'est toujours cette chose-là qui se met en place. Alors après, il y a le degré supérieur de la criminalité avec la pédocriminalité, et là, c'est encore plus contraignant parce que la justice en France, elle ne veut pas en entendre parler. Voilà. Mais l'avocate pour enfants qu'ils ont donné à Kenzie pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit clairement à la barre que l'enfant lui a parlé de choses, de faits pénaux, et qu'elle pense que sa parole n'est pas libre. Vous avez entendu comment la parole de mon enfant n'est pas libre? Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi que ce soit. Non, mais justement. Il peut rester passé 18 ans. Justement. Là, ce qu'on fera dans le prochain épisode de la semaine prochaine, tu vas m'envoyer des éléments, on fera un petit rendez-vous, mais on cumulera les documents qui vont être publiés pour que les gens découvrent tous les mensonges qui ont été utilisés et toute la perversion du système. T'es d'accord? On fait comme ça? Ok? Je te recontacte éventuellement au début de semaine parce que là, je prépare mes 3 jours, tu sais bien, à Bligny, donc mes 3 jours des alerteurs, hein, d'accord, avec des amis. Problèmes de santé, ça serait venu, mais ouais. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie pour ce témoignage-là, Dounia, le premier, c'est le premier épisode, mais c'est loin d'être le dernier et les gens comprendront au fur et à mesure qu'on va publier des documents et des informations qui prouveront combien le mensonge et la perversion est dans ton dossier. Ok? On fait comme ça? Parfait. On se dit bonsoir? On dit qu'on en reste là? Ok? Hein? Je te fais un bisou, Dounia. Ok? Merci, bisous. À la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir.